L'histoire aime les grandes surprises. Mais peu d'événements ont été aussi stupéfiants que la percée allemande de 1940. L'armée française, considérée comme la plus puissante d'Europe, s'est effondrée en 6 semaines. La raison ? Un plan secret, audacieux, que personne n'a vu venir. La masse d'acier et de feu de la Blitzkrieg déferlant à travers les forêts infranchissables des Ardennes. Pourquoi personne n'a-t-il vu cette immense concentration de chars ? Parce que les Alliés regardèrent le ciel, les champs, les fortifications. Ils regardaient au-dessus du sol. Mais l'homme dont nous allons parler aujourd'hui ne regardait pas en haut, il regardait en bas. C'est l'histoire de Pierre Dubois, un ingénieur, un scientifique. Pour le ministère de la Guerre, il était un original, un fou obsédé par le bruit des moteurs, les ondes radio et la vibration du sol. Son invention, le radar fou, n'était pas conçue pour la bataille aérienne. Elle était conçue pour écouter les murmures de la terre elle-même. Son projet fut rejeté, ridiculisé, jugé inutile à l'effort de guerre. Mais ce sont les murmures que son équipement, fait de briques et de brocs, a captés dans la forêt des Ardennes qui ont révélé, avant tout le monde, l'ampleur du plan secret allemand. C'est le combat de la logique contre l'arrogance, de la science pure contre la doctrine militaire. Avant de plonger dans ce récit où un homme a failli sauver la France par la seule force de sa conviction, soutenez notre chaîne. Abonnez-vous et laissez un like. Et dites-nous, de quel pays et de quelle ville vous nous regardez ? Votre soutien nous permet de déterrer ces histoires cruciales. L'air, en cette fin d'année 1939, sentait la poudre d'une guerre qui n'avait pas encore eu lieu. C'était la drôle de guerre, une période de calme trompeur que l'état-major français interprétait comme une preuve de la justesse de sa doctrine. La France était protégée par son génie du béton, la ligne Maginot, et par son génie de l'air, le nouveau radar. C'est dans cette atmosphère de certitude rigide que l'ingénieur Pierre Dubois, un homme dont l'esprit était aussi vif que son costume était négligé, a fait son entrée au ministère de la Guerre. Pierre n'était pas un technicien militaire. Il était un géophysicien, un homme obsédé par les fréquences radio et la résonance du sol. Son laboratoire n'était pas un hangar d'aviation. C'était un sous-sol de l'école normale, rempli de bobines de cuivre, d'oscilloscopes fatigués et de gyroscopes de précision. Son problème n'était pas de voir l'avion qui arrivait. Son problème était de voir l'ennemi qui se cachait. L'invention de Pierre, qu'il appelait simplement le détecteur de mouvements subterrestres, DMS, ou en plaisantant, le radar sismique, était l'antithèse de ce que le ministère recherchait. Le lieutenant-colonel Leclerc, l'officier de liaison entre le génie et le renseignement, l'a reçu dans un bureau où les cartes murales montraient, de manière ostentatoire, les systèmes de défense aérienne. Leclerc était un homme de l'ordre, un homme qui, s'il n'avait pas d'étiquette pour vous classait fou. Pierre, avec sa machine étrange et ses explications complexes, était clairement fou. Mon invention reposait sur un principe simple, mais à l'époque, jugé ridicule. Tout objet métallique lourd en mouvement, en particulier dans un environnement confiné comme une forêt ou une vallée, crée une signature vibratoire unique dans le sol. Cette vibration n'est pas seulement acoustique, elle est électromagnétique et sismique. Pierre a étalé ses plans sur le bureau. Le cœur de son système était double. Premièrement, un réseau d'antennes à basse fréquence, des câbles fins qui devaient être posés directement sur le sol, à l'horizontale, pour détecter les perturbations des ondes radio renvoyées par la Terre, le cerf-volant du fou. Deuxièmement, le récepteur, un ensemble de gyroscopes hypersensibles, enfermés dans des boîtiers remplis d'huile qui mesuraient les micro-oscillations du sol lui-même, convertis en signaux électriques. Mon colonel, a expliqué Pierre, sa voix gagnant en assurance. Ceci n'est pas un radar aérien. C'est un outil de renseignement. Il ne détecte pas le vol d'un bombardier. Il détecte la masse, le métal en mouvement, le bruit d'un moteur lourd. Il est capable, en analysant la fréquence et l'amplitude des ondes, de distinguer le passage d'un tracteur de celui d'une colonne de chars. Et surtout, il a pointé un doigt sur une zone du plan. Il peut voir à travers les forêts, à travers les collines. L'ennemi peut cacher ses avions dans le ciel. Il ne peut pas cacher ses panzers sous terre. Le colonel Leclerc l'a écouté avec une patience forcée. Il a regardé l'équipement, les bobines, les fils, le cadran qui ressemblait à un sismographe. Son jugement était déjà rendu. « Monsieur Dubois,
a dit Leclerc, sa voix exhalant l'ennui. Vous êtes géophysicien. Nous sommes l'armée de l'air. Notre seule menace vient du ciel et des frontières fortifiées. Notre renseignement est formel. Les Allemands ne concentrent pas de forces lourdes dans le secteur des Ardennes. La zone est jugée impénétrable aux blindés. Il a souri, un sourire glacial de supériorité. Votre machine, qui ressemble à un instrument de musique cassé, est conçue pour traquer des sous-marins sous les champs. Nous n'avons que faire de vos signatures vibratoires. Nous avons besoin d'avions, de canons et de radars qui voient les avions ennemis. Votre projet est trop complexe, trop fragile, et il est totalement en dehors de notre doctrine de guerre. Il est jugé, hors de propos. Il est rejeté. Le colonel a fait un signe à son aide de camp, signifiant que l'entretien était terminé. Pierre Dubois est resté immobile, le cœur serré. Il savait que Leclerc n'était pas un homme stupide, il était un homme borné, un homme qui avait tellement confiance dans ses cartes et ses règlements qu'il ne pouvait pas accepter une vérité qui n'y figurait pas. « Mon colonel », a insisté Pierre, ramassant ses plans avec une dignité forcée, les Ardennes ne sont pas impénétrables. Elles sont un goulot d'étranglement. Une fois la colonne entrée, elle est invisible. Mon appareil peut voir l'invisible. C'est là que l'ennemi frappera. C'est le seul endroit où nous ne regardons pas. Leclerc s'est levé, mettant fin à la discussion. Le ministère a décidé. Votre projet est clos. Monsieur Dubois, ne revenez pas. Pierre Dubois est sorti. Il a quitté le ministère, sa folle machine sous le bras. Il a senti la fierté des généraux derrière lui, cette conviction absolue qu'ils avaient fait le bon choix. Il savait qu'ils étaient en train de perdre la guerre avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. Il a serré son équipement, rejeté, humilié, mais certain de sa vérité. Le plan secret de l'Allemagne était là, quelque part sous la terre tranquille de la France, et il était le seul homme à détenir les outils pour le voir. La tragédie de 1940 était en marche, et Pierre Dubois avait un siège au premier rang. Le 10 mai 1940. La France a cessé de rire. La drôle de guerre a pris fin dans un vacarme d'acier et de bombes. La Blitzkrieg était en marche. L'armée française, rigide et confiante, a immédiatement mis en œuvre le plan D, une manœuvre massive pour porter le fer au nord, en Belgique et en Hollande, anticipant la répétition de l'invasion de 1914. Les routes se sont remplies de camions, de chars, de divisions entières se précipitant vers le nord. La doctrine était sacrée, et c'était précisément l'erreur fatale que j'avais prédite. Assis dans mon laboratoire universitaire, j'écoutais la radio. Les voix étaient fières. Nous tenons bon, nos chasseurs abattent leur Stuka, la ligne est stable. Mais je savais que l'ennemi n'avait pas mis tous ses œufs dans le même panier. Je savais que l'ennemi le plus dangereux n'était pas là où tout le monde regardait. J'ai pris ma décision. Mon serment n'était pas un uniforme, il était à la vérité. La vérité physique et mathématique que le général Vautour et le colonel Leclerc avaient rejetée. J'ai ignoré les ordres d'évacuation de la faculté. J'ai ignoré les appels de ma famille. J'ai consacré les 48 heures suivantes à démanteler mon laboratoire. Le DMS, le détecteur de mouvements subterrestres. Ma machine était trop complexe pour être transportée en un seul bloc. J'ai démonté les bobines de cuivre, les gyroscopes sensibles, les amplificateurs et l'enregistreur sismique. J'ai emballé les antennes de sol, le cerf-volant du fou, dans de vieilles couvertures. J'ai chargé le tout dans mon antique fourgonnette Citroën, une bête de somme asthmatique, l'ayant allégé au maximum. Je n'ai pris aucune arme. Je n'ai pris aucune ration de combat. Je n'ai pris que la machine. Puis, j'ai commencé mon voyage. Un voyage absurde, solitaire, à contresens de l'histoire. Le flot de l'armée française, des convois logistiques, des civils évacués, allait vers le nord. Moi, je roulais vers l'est, puis vers le sud-est. Vers la zone qui, selon tous les plans, ne devait contenir que des divisions de réserve légères et des régiments de cavalerie obsolètes. Les Ardennes, impénétrables aux blindés. Chaque kilomètre parcouru était une insulte à l'autorité. J'ai croisé des colonnes de camions, pleins de fantassins, qui me regardaient, moi et mon fourgon, avec un mélange d'étonnement et de pitié. Où allait ce fou civil avec sa ferraille? J'ai été arrêté à des barrages. Vos papiers, où allez-vous? J'ai montré ma carte universitaire. J'ai inventé un mensonge. Mission de recherche géologique urgente, surveillance des nappes phréatiques. À chaque fois, ils me laissaient passer.
Il me laissait passer parce que mon mensonge était tellement stupide, tellement éloigné des réalités de la guerre, qu'il devenait crédible. J'ai finalement atteint le secteur de Sedan, les Ardennes. La forêt était dense, sombre. Un silence inquiétant s'y était installé. Un silence qui n'était pas celui de la paix, mais celui de l'attente. La zone était presque vide. Quelques postes de garde français, fatigués, dont la seule mission était de surveiller les arbres. Ils étaient là pour s'assurer que l'ennemi ne traverserait pas les bois. À pied. Les chars? C'était une blague. J'ai trouvé un petit lieu de repli, une ancienne scierie abandonnée près de la Meuse. Parfait. J'ai déchargé mon équipement. La partie la plus difficile a commencé, l'installation. Le DMS était conçu pour l'environnement calme de mon laboratoire, pas pour la boue des Ardennes. J'ai passé 2 jours à assembler les pièces, 2 jours sans dormir, sans manger correctement. J'ai posé les antennes de sol, mes cerfs-volants de cuivre, en réseau sur une zone de 2 km², les enfouissant légèrement pour maximiser le contact avec la Terre. J'ai calibré les gyroscopes, le vent, la pluie, les mouvements de la faune. Tout cela créait un chaos sur mes cadrans. Il fallait isoler le signal. Je devais trouver la signature unique des moteurs lourds. C'était un travail de détective. Un combat contre le bruit du monde. Le 13 mai, à 14 heures, j'ai réussi à stabiliser le système. L'écran de mon oscilloscope, la fenêtre de la Terre, affichait une ligne plate, régulière, presque monotone. Le silence. Le silence du monde qui n'avait pas encore compris qu'il était en train de mourir. J'étais épuisé. J'étais seul. Mais la machine fonctionnait. J'étais à mon poste. J'attendais la preuve de ma vérité. J'attendais la signature vibratoire de l'armée allemande. C'est arrivé à 16h30. Ce n'était pas une explosion. Ce n'était pas un son. C'était un changement dans l'air, dans la terre, dans le silence même. Le cadran du sismographe a d'abord tremblé. Une petite oscillation régulière. Puis, l'oscilloscope. Une nouvelle fréquence est apparue. Une fréquence basse, puissante, continue. Elle n'était pas géologique. Elle n'était pas le vent. C'était un grondement, capté par les antennes de sol et amplifié par les gyroscopes. C'était la résonance du métal, la vibration coordonnée de milliers de tonnes d'acier. Le grondement s'est amplifié. J'ai regardé l'enregistreur. Il crachait une courbe exponentielle. J'ai compris. C'était l'armée allemande. Et elle ne venait pas en reconnaissance. Elle venait en masse. Guderian. C'était la percée des Ardennes. J'ai regardé mes cartes, ma boussole. J'ai fait mes calculs. La concentration de force était gigantesque. Elle était au moins de 3 divisions blindées. Le plan secret de l'Allemagne, le secret qui devait gagner la guerre, était là. Sous mes pieds. Mon radar fou venait de voir l'invisible. Et j'étais le seul à le savoir. Le grondement capté par mes antennes de sol était devenu une symphonie de l'apocalypse. La signature vibratoire que j'avais isolée n'était plus un murmure. C'était un rugissement continu, un trait noir et épais sur mes rouleaux de papier sismique. Mes calculs étaient formels. Ce n'était pas 3 divisions de Panzer, c'était la totalité du groupe d'armée A, une masse inouïe, se déplaçant à une vitesse de croisière impressionnante à travers le goulot d'étranglement des Ardennes. Ils convergeaient vers Sedan. J'étais le seul à le savoir. J'étais le seul à le voir. Mon radar fou avait transpercé le secret de la Blitzkrieg. Je me suis jeté dans mon fourgon Citroën, laissant l'antenne branchée, le moteur au ralenti. Je devais alerter le commandement. Je devais prouver que la doctrine était fausse. Mon premier arrêt fut le poste d'observation le plus proche. Un petit fortin défendu par une compagnie de chasseurs à cheval, des hommes à peine sortis de l'adolescence. Leur lieutenant, un jeune aristocrate du nom de Maistre, me reçut avec un mélange de méfiance et d'amusement. « Un sismographe, monsieur ? Vraiment ? Nos ordres sont de surveiller les forêts à pied. » Je n'ai pas discuté. J'ai déroulé mes graphiques, pointant les courbes monstrueuses. « Lieutenant, ce n'est pas la terre qui tremble, c'est l'acier. Des dizaines de milliers de tonnes. Ils vont percer ici, demain matin à l'aube. Vous devez avertir le commandement. » De Maistre a regardé mes croquis, puis mon fourgon crasseux, puis mes mains tremblantes. Il a hésité, mais la doctrine était plus forte que mes preuves. Les panzers ne peuvent pas traverser les Ardennes, monsieur. C'est une jungle. Notre reconnaissance aérienne ne signale que des mouvements légers de ravitaillement. Il m'a regardé avec pitié. Je ne peux pas envoyer un rapport alarmiste basé sur les tremblements de votre
Jouez. Vous êtes un civil. Vous n'avez pas accès aux informations complètes. Il m'a poliment congédié. Une seconde, douloureuse, humiliation. Mais je ne pouvais pas abandonner. Je savais que l'effondrement de Sedan était le point de bascule de la guerre. J'ai foncé vers le quartier général de commandement divisionnaire, près de Vouziers. La route était déjà un chaos organisé de camions de ravitaillement se dirigeant vers le nord. J'ai dû me battre, forcer les barrages, hurlant mes vérités mathématiques à des soldats qui ne comprenaient que les ordres écrits. J'ai finalement atteint le QG. C'était une ruche bourdonnante, pleine d'officiers affairés, d'odeurs de sueur et de café fort. J'ai réussi à obtenir une audience avec le général-chef d'état-major, un homme immense au visage taillé à la hache. Je me suis jeté à ses pieds. J'ai étalé mes graphiques sur sa table, au milieu de ses cartes d'état-major. Mon général, regardez. Mes mains étaient couvertes de boue et de suie. Je pointais les lignes noires et épaisses. Ceci n'est pas un tremblement de terre. C'est la signature vibratoire des panzers. Elles sont au moins au nombre de 5 divisions. Elles se déplacent hors de portée de notre reconnaissance aérienne à travers la forêt. C'est le coup de marteau. Le Nord n'est qu'une diversion. Vous devez immédiatement rappeler les troupes de Belgique pour défendre la Meuse. Si elles atteignent Sedan, nous sommes perdus. Le général a écouté, le front plissé, son calme impérial n'étant pas ébranlé. Il a regardé mes croquis de bobines de cuivre. Il a regardé la ligne d'encre noire. Puis il a regardé le colonel qui se tenait à côté de lui. Le colonel a haussé les épaules. « Monsieur Dubois », a dit le général d'une voix qui ne tolérait aucune discussion, « votre rapport est non seulement alarmiste, mais il contredit toutes nos sources de renseignement. Nos aviateurs ont survolé cette zone. Il confirme des mouvements légers. Votre machine, avec tout le respect que je vous dois, est une source unique et non validée. La manœuvre est en cours. Nous avons confiance en nos fortifications sur la Meuse, et nous avons confiance dans le plan établi. Remettre en question le mouvement de nos armées sur la base des vibrations d'un appareil civil et non homologué est impensable. C'est subversif. » Il a souri, ce sourire glacial du pouvoir qui sait qu'il a raison. « Nous ne perdrons pas la guerre par peur, monsieur Dubois. Nous la gagnerons par le courage et la doctrine. » Il a fait un geste de la main. C'était la fin. J'ai été escorté hors du QG par 2 gendarmes qui m'ont regardé comme si j'étais un fou dangereux. Mon dernier plaidoyer, mon ultime tentative de sauver la France, a été rejeté. J'étais le prophète qui n'avait pas d'honneur dans son propre pays. J'étais le fou qui détenait le secret de la défaite. Je me suis retrouvé seul dans la cour, mon fourgon Citroën démarrant avec difficulté. Et c'est là que le son est arrivé. Le son du ciel, les sirènes des avions, un hurlement aigu, strident. Les Stuka. L'artillerie allemande a commencé à pleuvoir sur le QG. Le plan secret de l'Allemagne, ignoré par la fierté des généraux, était en train de se dérouler. Le général Vautour, le colonel Leclerc, ils avaient ignoré la vérité sous leurs pieds. Ils avaient préféré le mensonge confortable de la doctrine, et leur erreur allait coûter la France. J'ai regardé mes graphiques, la courbe toujours croissante du signal Panzer. Le silence de la cour était brisé par l'explosion des obus. Mon radar fou avait révélé le plan secret, mais le monde n'avait pas voulu le croire. La vérité est sortie du silence des Ardennes, mais elle n'a apporté qu'un hurlement. Le QG était en flammes. Mon fourgon Citroën fuyait le fracas de l'artillerie, mais je ne cherchais pas le salut. Je cherchais mon laboratoire. Je cherchais la Syrie abandonnée. Je devais retourner au berceau de la vérité. La route, qui était hier un flux ordonné de ravitaillement, était devenue un chaos absolu, le théâtre de la déroute française. Des soldats en larmes jetèrent leurs fusils. Des camions renversés brûlaient, leurs moteurs crachant une fumée noire qui obscurcissait le ciel. J'ai vu l'acier français se plier. J'ai vu des chars Somua S-35, puissants mais lents, détruits, leurs carcasses fumantes prouvant que la doctrine de la guerre statique avait engendré des monstres. Chaque épave, chaque corps gisant dans le fossé était la confirmation sanglante de la justesse de ma folie. Le général Vautour, le colonel Leclerc, ils avaient tous tort, et ce prix était la France elle-même. Ma mission n'était plus d'alerter, il était trop tard. Ma mission était de préserver la vérité et de détruire la preuve. Si les Allemands, qui, eux, comprenaient l'ingénierie avancée, mettaient la main sur le détecteur de mouvement subterrestre, DMS, et sur les graphiques prouvant qu'il fonctionnait, la guerre était perdue pour de bon.
Ils comprendraient leur propre vulnérabilité et construiraient immédiatement des contre-mesures. Mon invention, née de mon patriotisme, ne devait pas devenir l'outil de la victoire nazie. Je me suis frayé un chemin à travers la retraite, ma petite camionnette se faisant passer pour un véhicule de réparation des lignes téléphoniques. J'ai atteint la Syrie. L'endroit était étrangement calme, le silence de la forêt n'ayant pas encore été brisé par l'avant-garde des Panzers. J'ai couru vers mon équipement. Il fonctionnait encore. Le petit générateur de secours ronronnait, alimentant le DMS. L'oscilloscope affichait un pic de signal si massif qu'il débordait de l'écran. La vibration des Panzers était à son paroxysme. Ils n'étaient plus à des kilomètres. Ils étaient dans la forêt adjacente. J'ai saisi les rouleaux d'enregistrement. J'ai décroché l'oscilloscope. Les graphiques, ils étaient mon trésor. Ils étaient de la preuve que mon radar fou avait révélé le plan secret de l'Allemagne, avec une précision et une ampleur que ni l'aviation, ni le renseignement conventionnel n'avaient pu imaginer. J'ai déroulé le rouleau final, celui qui montrait l'accélération des Panzers à partir du 13 mai. J'ai pris mon appareil photo, un vieux Leica que j'utilisais pour la géologie, et j'ai photographié chaque courbe, chaque pic, chaque ligne de force. Le microfilm, le plan B du savant, était mon seul salut. J'ai caché les microfilms dans le mécanisme d'une vieille montre à gousset que je portais toujours. Un endroit simple, anodin. La destruction fut le moment le plus difficile de ma vie. Je n'avais pas de masse. J'avais des outils. J'ai commencé par le cœur. Le gyroscope. Avec un burin et un marteau, j'ai fracassé les boîtiers remplis d'huile, brisant les mécanismes de quartz et les délicats pivots. J'ai tordu les bobines de cuivre, les rendant inutilisables. J'ai arraché les fils des circuits imprimés, créant un enchevêtrement de ferraille. Le bruit était brutal. C'était le son de mon rêve mourant. C'était le son d'une science sacrifiée. J'ai aspergé les débris d'essence et y ai mis le feu. J'ai regardé les flammes lécher l'acier et le cuivre. J'ai regardé ma vie, mon œuvre, se transformer en fumée. C'était un sacrifice nécessaire. La machine était morte, mais le secret était sauvé. J'ai entendu le bruit. Non pas les Stuka, le son des chenilles, le son aigu, métallique, d'une chenille de char sur la route. Ils étaient là, l'avant-garde de Guderian. J'ai sauté dans mon fourgon. Je me suis enfui, roulant sans phare, dans la fumée de ma propre destruction. J'ai roulé vers l'ouest, m'enfonçant dans le flux de l'exode, le flot humain de la défaite. Je suis devenu un réfugié parmi des millions, mais j'étais un réfugié avec la vérité. La preuve que l'armée française n'avait pas été battue par la force, mais par l'aveuglement. J'ai roulé jour et nuit, évitant les colonnes allemandes, utilisant les chemins de traverse. Mon seul objectif, l'Angleterre. La seule nation qui se battait encore. Je devais atteindre la mer. Je devais livrer mon secret. Je devais livrer le plan qui pourrait un jour défaire l'ennemi. Mon radar fou était détruit, mais sa vérité était enfermée dans une vieille montre. Mon voyage à travers l'exode fut un long cauchemar de fumée, de poussière et de désespoir. J'étais un homme brisé qui serrait contre sa poitrine une vieille montre à gousset, le seul objet qui me reliait à la vérité. J'ai atteint Saint-Jean-de-Luz, le dernier port, un chaos indescriptible de civils et de soldats en déroute. J'ai trouvé une place sur un chalutier surchargé qui partait pour l'Angleterre. La traversée fut silencieuse. Personne ne parlait. Nous étions tous des fantômes de la France vaincue. J'ai débarqué en Cornouailles, un réfugié parmi d'autres, le visage marqué par la fatigue et les mains tachées de cambouis. J'ai été interrogé par les services de renseignement britanniques. Ils étaient polis, mais impitoyables. Ils me voyaient comme un civil excentrique, possiblement un espion. Encore une fois, la méfiance, le rejet. J'ai tenté d'expliquer, je suis ingénieur, j'ai les preuves, le secret de Sedan, mon radar sismique, les Panzers. Ils m'ont souri, un sourire là. Ils étaient en train de se battre pour leur propre survie. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec les rêveries d'un Français. Mais la vérité avait un poids. Ma persistance, le fait que je n'ai jamais varié dans mon histoire, a fini par attirer l'attention d'un officier du renseignement qui avait une formation scientifique. Il a fait développer le microfilm que j'avais caché dans ma montre. Ce fut le moment de vérité. Le petit morceau de pellicule, illuminé sur la table de projection, a révélé mes graphiques. La ligne de base calme du 12 mai. Puis, le 13 mai à 16h30, la courbe. La courbe noire, épaisse, s'élançant vers le ciel de la feuille,
prouvant la présence coordonnée de milliers de tonnes de métal en mouvement. Le pic de signal, continu, unique, irréfutable. L'officier n'a pas compris les calculs, mais il a compris la magnitude. Il a compris qu'il s'agissait d'une force de frappe que personne n'avait anticipée. Mon travail a été immédiatement transmis au plus haut niveau de l'état-major allié, directement à l'amirauté et au cabinet de guerre. On m'a conduit, non pas dans une prison, mais dans un laboratoire secret à Bletchley. J'ai été reçu par des scientifiques, des mathématiciens, des hommes qui ne se souciaient pas de mon accent ou de mon statut civil, mais uniquement de la preuve. Ils ont étudié mes courbes, mes fréquences, mes calculs de résonance du sol, et leur verdict fut unanime. Le fou avait raison. Mon radar sismique, mon cerf-volant du fou, avait révélé avec une précision chirurgicale la masse des divisions blindées de Guderian. C'était la confirmation absolue de la faillite de la doctrine française et du génie du plan allemand. Mon rapport n'était pas alarmiste, il était prophétique. Le général Vautour, le colonel Leclerc, ceux qui m'avaient rejeté avaient regardé le ciel. Mon radar fou avait regardé la terre, et en regardant le sol, j'avais vu l'avenir de la guerre. Mon microfilm est devenu la pièce maîtresse du renseignement allié pour la suite des opérations. Il était trop tard pour sauver la France en 1940. Mais mon travail allait changer la manière dont les Alliés allaient se battre pendant les 4 années suivantes. Qu'avons-nous appris de mes graphiques? Nous avons appris que les Allemands privilégiaient la concentration et la vitesse, et qu'ils utilisaient les zones impénétrables pour cacher leurs forces. Mon travail a été le fondement du développement des systèmes de détection souterraine et marine. Le concept du radar sismique a été adapté et perfectionné pour la détection des U-boats, traqués par le bruit de leurs moteurs avant qu'ils n'atteignent les convois. Mon idée a permis de développer de nouveaux capteurs de surveillance pour les lignes de front. L'Angleterre, l'Amérique, n'allaient plus jamais faire confiance uniquement à l'œil ou à la radio. Ils allaient écouter le sol. Je n'ai jamais reçu de médaille. Je n'ai jamais été nommé général. Je suis resté le technicien, l'ingénieur de l'ombre. J'ai passé le reste de la guerre à travailler avec les Britanniques, à perfectionner le DMS et à développer d'autres idées folles. Mais ma victoire n'était pas dans l'honneur public. Elle était dans le silence de mon laboratoire. Elle était dans le regard du major britannique qui m'a dit « Vos graphiques nous ont montré non seulement ce que l'Allemagne a fait, mais ce qu'elle ferait. » Mon radar fou, le projet rejeté et humilié, avait révélé le plan secret de l'Allemagne et, par conséquent, avait permis aux Alliés de créer le contre-plan. J'ai sauvé la vérité. J'ai sauvé l'idée. La science pure, armée de rien d'autre que la conviction d'un fou, a fini par vaincre la doctrine et l'arrogance. Et c'est la seule chose qui compte. L'ère de Londres, en 1943, était remplie de la confiance de la victoire. La bataille de l'Atlantique était gagnée grâce, en partie, au nouveau système de détection sous-marine dérivé de mes propres travaux. L'armée anglaise, et bientôt l'armée américaine, adoptaient des capteurs de sol pour repérer les positions fortifiées et les convois. Le fou était devenu un prophète. J'étais en sécurité à Bletchley Park, travaillant avec les meilleurs esprits du monde, perfectionnant le DMS, détecteur de mouvements subterrestres, le rendant plus sensible, plus petit, plus portable. Ma vie de réfugié avait pris fin. J'étais un savant allié. Mais cette sécurité n'était qu'une illusion. Je le savais. Mon âme de sismographe le sentait. Le général Vautour et le colonel Leclerc avaient disparu, remplacés par une nouvelle génération d'officiers pragmatiques. Pourtant, une nouvelle menace se profilait, une menace qui défiait toutes les lois de la détection conventionnelle, une menace que même mon radar d'origine, conçu pour les fréquences basses et massives des chars, ne pouvait pas vaincre. L'ennemi, l'Allemagne, acculée, commençait à murmurer le mot « Vergeltungswaffen », les armes de représailles, les fameux V, les V1 et V2. Ces armes étaient la négation de l'air. Elles volaient trop vite, trop haut ou trop bas pour être détectées par les systèmes radars classiques. Elles étaient silencieuses jusqu'à l'impact. Elles étaient la vengeance du Troisième Reich. Les rapports de renseignement étaient terrifiants. Les V2, en particulier, étaient lancés depuis des sites mobiles, sans préparation visible, s'élevant à des altitudes suborbitales avant de plonger sur Londres. La signature radar classique était inexistante. C'était un cauchemar stratégique. L'ennemi avait trouvé un moyen de frapper la Grande-Bretagne sans avertissement. L'amiral Cunningham, le chef des opérations navales, m'a convoqué. Son bureau était sombre.
Il n'y avait plus de triomphe dans ses yeux, mais une fatigue profonde. « Monsieur Dubois, a-t-il dit, votre travail a sauvé nos convois de l'Atlantique. Maintenant, nous avons besoin de vous pour sauver Londres. » Il a pointé une carte de la France occupée, le long de la Manche. Ils installent des sites de lancement, mais nos reconnaissances ne voient pas rien. Ils construisent sous terre, dans les forêts. Le radar classique ne capte rien. Nous avons besoin de votre folie. Si ces armes atteignent Londres en masse, la production s'arrête. La guerre est perdue. Mon cœur s'est serré. Le désespoir que j'avais ressenti en 1940 revenait. Mais cette fois, je n'étais plus un civil dans un laboratoire. J'étais l'homme de la solution. J'ai passé des semaines à étudier le problème. Le V1, avec son moteur à pulsation, créait une signature vibratoire très spécifique, une basse fréquence qui pouvait être amplifiée. Mais le V2 était différent. Il était alimenté par de l'oxygène liquide et de l'alcool. Son décollage était un événement sismique. Le sol tremblait sur des kilomètres. Il fallait un détecteur capable non seulement de capter ce séisme, mais aussi de l'interpréter, de le localiser et de l'anticiper en quelques secondes. Les systèmes que j'avais développés pour la marine n'étaient pas assez sensibles. Il fallait revenir à la source, à mon premier prototype, le cerf-volant du fou, le réseau d'antennes à basse fréquence et de gyroscopes sismiques que j'avais abandonné dans la scierie des Ardennes. J'ai créé le DMS V-Tracker. C'était une version miniaturisée, renforcée, de ma première idée. J'ai utilisé de nouveaux cristaux de quartz pour les capteurs sismiques, des amplificateurs à tubes miniatures. L'équipement n'était plus dans un fourgon. Il était conçu pour être transporté dans 3 valises. Mais l'équation n'était pas seulement technologique. Elle était tactique. Pour que mon système soit efficace, il ne suffisait pas de détecter le lancement. Il fallait le détecter à la source, sur le sol français, dans les zones de préparation secrète, pour que la RAF puisse frapper avant le lancement. Cela exigeait que je retourne en France, en territoire ennemi. L'amiral a été clair. « Monsieur Dubois, c'est une mission de renseignement commando. C'est du suicide. Vous êtes trop précieux pour être risqué, mais vous êtes le seul à pouvoir calibrer l'équipement. » Je n'ai pas hésité. J'ai regardé l'amiral. J'ai pensé au colonel Leclerc, à son mépris. J'ai pensé à la France. Je l'ai construite. Ai-je dit. Je suis le seul à pouvoir la faire fonctionner sous le feu. Je vais y aller. Mon silence dans l'inaction de 1940 m'avait coûté la France. Je ne ferai pas la même erreur en 1943. Ma machine n'était plus un instrument académique. Elle était devenue une arme de la résistance. Une arme contre l'armée allemande qui, cette fois, avait vraiment une arme qui pouvait gagner la guerre. Je devais révéler ce nouveau secret. Le fou allait repartir sur le terrain. La transition fut brutale. Je suis passé du silence feutré des laboratoires de Bletchley Park à la crasse glacée d'un sous-marin miniature, glissant à travers les eaux sombres de la Manche. À mes côtés, le capitaine Duval, du BCRA, un homme mince aux yeux d'acier, observait l'horizon. Duval était le chef de l'équipe de commando. Il me regardait avec une curiosité constante. Moi, l'universitaire enrôlé, responsable de la survie de la mission. Mon équipement, le DMS V-Tracker, était emballé dans 3 caisses étanches, un trésor de cuivre et de quartz plus fragile que n'importe quel explosif. Je n'étais pas un soldat. Ma peur était constante, mais elle était dominée par une peur plus grande, celle de l'échec. La peur de voir Londres disparaître sous une pluie de V2, parce que mes capteurs n'avaient pas été assez sensibles. Notre débarquement sur la côte du Pas-de-Calais fut une agonie de silence. Nous avons nagé jusqu'à une plage isolée, l'eau glaciale. Les caisses de mon équipement, lourdes et encombrantes, étaient traînées à travers les galets. Le mur de l'Atlantique était une présence menaçante, invisible dans l'obscurité, mais palpable. Duval et ses hommes étaient des fantômes efficaces. Moi, j'étais le poids lourd, le maillon faible. Mais mon rôle commençait maintenant. La zone que nous avions choisie selon les faibles renseignements aériens contenait des installations ferroviaires et des routes nouvellement bétonnées, cachées sous une épaisse canopée forestière. C'était le point de ralliement des armes secrètes allemandes. Notre abri était une cave humide, sous une ferme abandonnée. Dès l'aube, le travail a commencé. Le V-Tracker ne pouvait pas être utilisé à l'intérieur. Il fallait un couplage direct avec la terre. J'ai dû sortir, accompagné d'un seul homme, le sergent Marceau, armé d'un fusil mitrailleur Sten. Marceau était là pour me protéger du monde.
Moi, j'étais là pour le monde. Mon travail était un blasphème dans cette zone de guerre. Il exigeait le silence. Un silence total. Je devais installer mes réseaux d'antennes sismiques. De longs câbles fins, munis de capteurs gyroscopiques miniatures, devaient être enfouis à quelques centimètres sous la terre, sur un motif géométrique précis. Chaque capteur devait être parfaitement couplé au sol, sans vibration de surface. J'ai passé des heures à genoux dans la boue, manipulant les fils avec la délicatesse d'un horloger, mes mains, autrefois protégées par des gants de laboratoire, tremblant sous la menace des patrouilles allemandes. Le moindre bruit de ma bêche, le moindre faux pas, pouvait alerter l'ennemi. « Si les Allemands vous trouvent, ils sauront pourquoi nous sommes là », m'avait prévenu Duval. Et ils changeront le site de lancement en moins de 2 heures. La pression était insoutenable. J'ai vu les soldats allemands. J'ai vu leurs bottes, les entendant craquer sur les feuilles mortes, à moins de 50 mètres de l'endroit où j'enterrais un capteur. Marceau s'était figé. Son Sten était prêt. Moi, j'ai continué à travailler, le cœur battant à me rompre, mes doigts agissant par une mémoire musculaire que la peur n'arrivait pas à effacer. J'ai pensé au colonel Leclerc, à son rire. Je me suis dit, Leclerc, votre doctrine ne peut pas faire ça. Seul le fou peut le faire. Mon obsession pour la précision, ma capacité à m'immerger totalement dans la mécanique, est devenue ma survie. Après 2 jours de travail forcené, le réseau était en place. Nous sommes revenus à la cave. J'ai branché les câbles au DMS V-Tracker. L'équipement, dans ses boîtes noires hermétiques, s'est allumé. Les cadrans ont pris vie. Le bruit. Il y avait le bruit normal. Les vibrations lointaines de l'artillerie alliée. Les camions allemands sur la nationale. La brise sur les fils de téléphone. Il fallait filtrer. J'ai passé une nuit entière à ajuster les fréquences, à étalonner le système pour isoler le bruit humain du bruit militaire lourd. Mes yeux brûlaient. Et puis, à l'aube du 3e jour, le signal est apparu. Ce n'était pas le pic aléatoire d'un camion. C'était une signature. Une ligne épaisse, basse, puissante, continue. Elle était unique. Un rythme lent, régulier, que j'ai immédiatement reconnu. Ce n'était pas le déplacement des chars de Guderian. C'était le convoi de ravitaillement du V2. Les camions-citernes remplis d'oxygène liquide, les véhicules de transport des fusées. La machine à tuer était en mouvement. La signature s'est approchée, s'est arrêtée, puis s'est intensifiée. J'ai entendu le grondement lointain de pompes industrielles. Des pompes qui n'existaient pas en temps de guerre. Elles injectaient le carburant. Elles préparaient le lancement. J'ai regardé mes cadrans. J'ai regardé le graphique sismique. Il était d'une clarté terrifiante. Mon radar fou n'avait pas seulement détecté les V-Weapons. Il avait détecté le moment et le lieu exact de leur préparation. Le secret plan de l'Allemagne, la nouvelle tentative de gagner la guerre par la terreur, était révélé. Mon travail était terminé. Il ne restait plus qu'une chose à faire, transmettre la preuve. Une tâche encore plus dangereuse que la détection. L'air dans la cave était devenu épais, chargé de l'odeur de la terre humide et de l'adrénaline. J'ai arraché les feuilles d'enregistrement, les graphiques du DMS V-Tracker. Le signal était si puissant qu'il m'a fallu un instant pour le comprendre pleinement. La zone était active. La préparation du lancement était imminente. La signature sismique correspondait aux pompes de carburant, aux réservoirs d'oxygène liquide, aux camions de ravitaillement lourd. J'ai calculé les coordonnées avec une précision obsédante. Nous avions le lieu exact de la rampe de lancement mobile. Le secret était complet. « Capitaine Duval » ai-je dit, ma voix tremblant malgré moi. « Nous avons les données. Nous avons le lieu. Elle prépare le tir. » Duval s'est penché sur ma carte, un homme de l'ombre lisant la vérité mathématique. « Impossible de transmettre, » a-t-il dit, sa voix basse. « Ils nous écouteront. Ils trianguleront la position du poste radio en 5 minutes et nous serons détruits. Nous devons y aller physiquement. Le signal radio était trop vulnérable. Le secret était trop grand. Il fallait une transmission physique. » C'est alors que l'alerte a retenti. Pas une alarme lointaine, mais un bruit sec et proche. Un aboiement de chien. Puis un cri d'homme. Nous étions découverts. Notre périmètre extérieur était violé. Duval a saisi son Sten. L'opération d'extraction est lancée. Nous partons maintenant. Vous, monsieur Dubois, vous êtes le paquet. Vous n'êtes pas un combattant. Vous portez la guerre de demain. Vous ne devez pas mourir ici. Le chaos s'est abattu.
Le son des bottes allemandes s'approchait rapidement de la ferme. J'ai vu la peur dans les yeux des commandos, non pas pour eux-mêmes, mais pour la donnée. Pour le microfilm des courbes sismiques. J'ai rapidement démantelé l'unité d'enregistrement principale, l'isolant dans un boîtier en aluminium renforcé. Ma montre à gousset du début de la guerre, mais en version militaire. C'était le cœur de mon œuvre. Duval a donné l'ordre. Marceau, couvrez l'arrière. On descend vers le ravin. Objectif. La crique B. Marceau, l'homme qui m'avait protégé pendant le déploiement, a souri. Un sourire sombre et résigné. Il a pris position près de la porte de la cave. Je savais ce que ce sourire signifiait. Il s'agissait d'un sacrifice. Nous avons rampé hors de la ferme abandonnée. Le terrain était un enfer de boue et de ronces. J'étais le plus lent, le plus lourd. Je portais le boîtier en aluminium et le poids de l'inaction. Les commandos, eux, étaient des éclairs. J'ai entendu le premier tir. Un Sten qui crachait une rafale courte et brutale. Puis, la riposte allemande. Le son sec, méchant, des fusils Mauser et le claquement des mitrailleuses MG42. Le combat s'est engagé dans la cour. Duval m'a poussé. « Courez, Dubois! Courez sans regarder en arrière !» J'ai couru. J'ai couru non pas avec l'élan d'un soldat, mais avec la détermination froide d'un homme qui sait que son corps est un conteneur pour un secret plus grand que lui. J'ai couru vers les bois, le bruit des balles sifflant autour de moi. La pensée de Marceau, restée derrière, s'est transformée en un poids insupportable. J'ai atteint le ravin. J'ai glissé, tombant dans la boue. J'ai continué à avancer. J'entendais le combat s'éloigner derrière moi. Duval et ses hommes attiraient l'ennemi. Ils se sacrifiaient pour la science, pour la preuve mathématique que j'avais apportée de ma folie. Mon cœur était déchiré par le bruit de la guerre, par les cris des hommes, mais je savais que je devais continuer. Je portais la survie de Londres. J'ai couru pendant 1 heure. J'ai marché pendant une nuit entière. Ma seule boussole était la direction de la mer, vers la crique B, le point de rendez-vous avec un bateau d'extraction rapide. Mon corps souffrait, mes poumons étaient en feu, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque pas était une insulte à la rigidité militaire qui m'avait rejeté, mais qui maintenant mourait pour moi. J'ai atteint la côte au petit matin. La crique était là. Une petite plage de galets battue par les vagues. Le bateau d'extraction, un motor gunboat MGB britannique, était à l'ancre, se balançant doucement. Le capitaine m'a vu. Il a hurlé. J'ai couru le long des galets, la boîte d'aluminium serrée contre mon ventre. Une dernière course contre la mort et le temps. J'ai grimpé à bord. La planche était glissante. Je suis tombé sur le pont, épuisé, brisé. Le capitaine a regardé mes vêtements déchirés, ma respiration sifflante. Il a regardé la côte, où la fumée commençait à monter. « Où sont les autres ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas pu répondre tout de suite. J'ai juste levé la boîte d'aluminium. J'ai chuchoté, dans mon français cassé. J'ai la donnée. Ils m'ont donné la donnée. Le bateau a démarré en trombe, laissant la fumée et le sacrifice de mes camarades derrière nous. Mon radar fou avait révélé le secret. Maintenant, ce secret allait reconfigurer la guerre. Le retour fut une course effrénée, un tourbillon de vitesse et d'autorité. Dès que le MGB accosta à Portsmouth, je fus transféré, toujours boueux et épuisé, à bord d'un avion de liaison rapide. Mon boîtier d'aluminium, mon précieux trésor, était serré contre moi. Je n'étais plus un homme. J'étais un colis d'une importance capitale. Je fus conduit à Londres, directement dans les sous-sols sécurisés du cabinet de guerre, là où le destin de l'Europe se jouait dans la fumée de cigarettes et les cartes d'état-major. J'étais face à l'incarnation même du pouvoir allié, des généraux, des amiraux, des conseillers scientifiques en chef. Des hommes qui, 4 ans plus tôt, m'auraient jeté hors de leur bureau. Le contraste entre mon apparence de taupe, le visage brûlé par le froid et l'huile, et leurs uniformes immaculés, était saisissant. Je ne fus pas invité à m'asseoir. La fatigue menaçait de me submerger. Mais l'urgence m'obligeait à rester debout. Le chef du renseignement britannique, un amiral froid et méthodique, a pris le boîtier. Il l'a ouvert avec précaution. L'enregistreur sismique était intact. On a développé le film.
Le projecteur a illuminé un écran de fortune, révélant la preuve que j'avais failli mourir pour sauver. Ce n'était pas une image, pas une photo d'avion. C'était un graphique. Une ligne d'encre noire et épaisse qui montrait l'activité sismique pendant 72 heures. Une ligne qui, à un point précis, s'élançait en une courbe exponentielle, atteignant des pics massifs et rythmés, avant de s'arrêter brusquement. J'ai expliqué le graphique d'une voix rauque, traduite par un jeune officier français. Les pics bas sont les véhicules de transport. Les fréquences sont celles des réservoirs d'oxygène liquide. Mais cette courbe-là, j'ai pointé le pic massif. C'est le système d'érection. La mise en place de la fusée V2 elle-même. Un événement sismique énorme. Mon appareil l'a capté. J'ai les coordonnées du lieu exact où les Allemands assemblèrent le missile. Un silence total s'est abattu sur la salle. Ces hommes avaient vu le pire de la guerre. Mais la vérité mathématique que je leur présentais était d'une clarté effrayante. Elle confirmait les fragments de données que leurs propres agents avaient risqué leur vie à collecter. Lord Sherwell, le conseiller scientifique personnel de Churchill, s'est levé, les yeux fixés sur le graphique. C'est donc ça. Ils utilisent la forêt pour masquer l'assemblage et le carburant. Leur lancement est mobile. Leur secret n'était pas l'avion, ni la tourelle. Leur secret était le sol. L'amiral s'est tourné vers moi, le fou. Il ne voyait plus un civil français. Il voyait l'homme qui avait déchiffré la dernière énigme d'Hitler. Mon explication a été décortiquée. Le concept du radar sismique a été compris dans son ensemble. J'ai expliqué comment la philosophie du DMS, détecteur de mouvements subterrestres, était née de la certitude que l'ennemi se cachait là où l'œil ne pouvait pas aller. J'ai pensé au colonel Leclerc, à son rire moqueur. Il avait dit que mon radar ne servait à rien contre les chars dans les Ardennes. Mais les Panzers n'étaient que l'échauffement. La vraie cible de mon invention, c'était la V2. Et pour la vaincre, il fallait la même méthode. Regarder le sol. La haute fréquence des radars aériens ne voyait pas les V2. Mais la basse fréquence de la vibration, le choc du moteur qui s'allume, le poids du métal, tout cela était lisible par mon système. La réunion s'est terminée par un ordre immédiat. Le plan Crossbow, la contre-offensive contre les armes fées, a été entièrement restructuré et priorisé. Le renseignement aérien et l'interception radar n'étaient plus les seules tactiques. La nouvelle stratégie était basée sur la prédiction sismique. Mon travail a permis d'identifier et de localiser les sites de lancement mobile avec une précision sans précédent. La V2, l'arme de terreur invisible, était maintenant traquée avant même son décollage. Mon voyage, mon sacrifice, celui de Duval et de Marceau, n'avait pas été vain. J'ai été salué par l'amiral, la main serrée avec une force respectueuse. « Monsieur Dubois, a-t-il dit, vous avez fourni la donnée qui va sauver des centaines de milliers de vies civiles. Vous avez percé le secret le plus noir de l'Allemagne. » J'étais à genoux de fatigue et de soulagement. J'étais le fou qui avait sauvé Londres. L'information que j'ai livrée fut le coup de marteau qui cassa l'échine du programme V2. Mon graphique, la signature sismique de la mise en place des fusées, devint le document le plus important de l'opération Crossbow. Les Alliés ont lancé une campagne de bombardement d'une précision chirurgicale, non pas contre les usines, ce que les Allemands attendaient, mais contre les zones de ravitaillement, les routes fraîchement bétonnées et les caches forestières que mon radar avait identifiées. Les V2 ne furent pas éliminés, mais leur capacité de lancement fut massivement réduite. Les V1 et V2 qui atteignirent Londres furent des actes de terreur isolés, non le déluge continu que le commandement allemand avait espéré. Mon radar fou avait permis à l'Angleterre de survivre à son heure la plus sombre. J'étais le contre-espion qui avait utilisé les lois de la physique plutôt que les méthodes de l'ombre. Mon travail ne s'est pas arrêté là. Je devins l'architecte de la défense anti-V-Weapons. Je formais des équipes d'ingénieurs britanniques et américains, leur apprenant à déployer de nouveaux capteurs sismiques. Mon principe, que les concentrations de métal en mouvement peuvent être tracées par la résonance du sol, fut étendu à toute la ligne de front. Mon idée folle fut utilisée pour localiser des batteries d'artillerie lourdes, des mouvements de troupes souterrains et, de manière critique, pour affiner la détection des sous-marins allemands en Atlantique. Le sonar magnétique que j'avais conceptualisé, basé sur la même détection des anomalies de fréquence de la Terre, devint une arme redoutable contre les U-boats. Je n'étais plus le fou qui dérangeait les généraux. J'étais la voix de la vérité physique. Le 8 mai 1945. L'armistice. La guerre était finie. Le monde, épuisé, a poussé un immense soupir de soulagement.
J'étais à Londres. J'ai vu les foules en liesse, les drapeaux, la joie. Je n'ai pas célébré. J'ai senti le poids de la fatigue m'écraser. J'ai pensé au colonel Leclerc et au général Vautour, à leur arrogance, à leur certitude. Ils avaient perdu la bataille. J'ai pensé aux lieutenants de Mestre et aux hommes de la résistance, morts pour que mon microfilm puisse survivre. La victoire n'était pas la fin. C'était le début du souvenir. J'ai été convoqué devant le ministère de l'Air. On m'a offert la nationalité britannique, une médaille de la couronne, un poste de direction à vie dans la recherche. J'ai regardé ces hommes puissants, tous propres, tous victorieux. J'ai refusé. J'ai refusé la médaille, j'ai refusé l'honneur, j'ai refusé l'uniforme. Messieurs, ai-je dit, ma voix calme, je ne suis pas un soldat. Je suis un scientifique. J'ai fait mon devoir envers la vérité. Je n'ai qu'une seule demande. L'argent nécessaire pour reconstruire mon laboratoire à Paris. Le gouvernement français, honteux de son ancienne arrogance, a accepté immédiatement. Je suis rentré en France, seul. L'un des plus grands contributeurs secrets à la victoire alliée est retourné à sa vie d'obscurité. Je n'ai pas été fêté. Je ne le voulais pas. Ma victoire n'était pas publique, elle était intellectuelle. J'ai rouvert mon laboratoire. J'ai reconstruit mon équipement. Plus sophistiqué, plus sensible. J'ai cessé d'écouter les bruits de la guerre. Je suis revenu à mon amour premier. Les murmures de la terre elle-même. La géophysique. Les ondes radio. Mais mon travail a eu un impact durable. Le concept du détecteur de mouvements subterrestres est devenu la base de la surveillance sismique des essais nucléaires pendant la guerre froide. Mon radar fou, conçu pour détecter des panzers dans la forêt des Ardennes, est devenu l'outil qui a contribué à la paix mondiale. Mon histoire a été oubliée, reléguée aux archives classifiées. Mais je savais, chaque fois qu'un ingénieur utilisait un capteur sismique pour écouter le sous-sol, chaque fois qu'un sous-marin était détecté par une anomalie magnétique, mon idée folle était là. La science pure avait vaincu l'arrogance militaire. Et le fou avait eu le dernier mot.